Deuxième film de son auteur, Les Moissons du ciel reprend la trame de Badlands, qui s'intéressait déjà à l'errance à travers les États-Unis d'un couple criminel à la Bonnie and Clyde. Si le film possède aujourd'hui une dimension mythique, c'est certainement parce qu'il marque la collaboration de plusieurs légendes. Le cinéaste Terrence Malick, le chef opérateur Nestor Almendros et le compositeur Ennio Morricone. Malick qui réalise en moyenne un film par décennie. La ligne rouge est sortie 20 ans après Les Moissons du ciel. Nestor Almendros, chef opérateur, restait pour s'inspirer d'un style pictural différent pour chacun de ses films. Il a obtenu pour Les Moissons du ciel l'Oscar de la photographie, certainement mérité pour l'utilisation de l'heure magique, la Magic Hour, qui désigne le moment où le soleil disparaît mais éclaire encore le paysage de ses dernières lumières avant le noir complet. C'était un défi technique puisque le but était de ne pas utiliser de lumière artificielle d'appoint et les personnages ne se présentaient plus que comme des ombres chinoises et des silhouettes dépourvues de définition. Et Ennio Morricone, compositeur mythique, resté pour les musiques des Western Spaghetti de Sergio Leone, nous donne ici une partition nostalgique, doloriste, qui n'est pas spécialement restée de la mémoire, peut-être en raison du fait que le leitmotiv récurrent des Moissons du ciel ne lui appartient pas, mais appartient à Camille Saint-Saëns et à sa pièce Aquarium du Carnaval des animaux. Malick témoigne d'un goût pour la profondeur de champ, une échelle de plan large, un rythme langoureux contemplatif. Les acteurs sont donc relégués au second plan. Ici, on a les débutants, Richard Gere, qui n'avait pas encore fait carrière. Il a tourné avec Malick, certainement en raison de son assistance personnelle, puisque c'était un fan de la première heure de Badlands. Sam Shepard, qui est connu également pour être un scénariste, il a notamment écrit le scénario de Paris, Texas. On peut simplement noter que les acteurs possèdent un point commun, c'est d'avoir des origines familiales qui sont ancrées dans le milieu rural. Some people, their tongues were hanging out of their mouth. Le bémol serait peut-être l'usage systématique d'une voix off, un procédé exclusivement littéraire, avec quand même une idée, c'est qu'il s'agit ici d'un discours métaphorique qui procède par association d'idées au fil d'une imagination qui ne cherche pas forcément la cohérence. Le cas de Linda Manns, qui fait des suppositions sur la raison d'être des événements, devine, commente ce qu'elle voit au travers du filtre de son imagination, comme dans un conte. Ce qu'elle pense, on ne sait jamais si ça correspond vraiment à la réalité, une certitude. Elle finit toujours par something, c'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement différent de ce que j'ai dit. You tell them something, they start talking. L'image mise en avant par Malick est celle du paysage des grands espaces américains. C'est donc un film qui ressort d'une double influence. Une influence classique, le paysage vu est idyllique, il relève du monde typique de la pastorale, avec comme référence les maîtres du XVIIe siècle. On retrouve la lumière dorée des couchers de soleil de Claude Lorrain, ou bien l'horizon très bas, avec 3/4 d'espace réservé au ciel, comme chez Ruisdael au Vermeer. Le film annonce qu'elle allait devenir la marque de Malick. Un grand nombre de plans d'ensemble fixes. Mais il y a également des plans portés, la steadicam qui suit les personnages à travers les champs. Ce n'est plus la tradition picturale du XVIIe siècle, c'est une tradition américaine, typique du XXe siècle. On a au moins 3 noms qui viennent à l'esprit. Grant Wood, qui a réagi à l'industrialisation des travaux dans les champs en représentant des idylles pastorales naïves. Edward Hopper, en l'espèce la maison de House by the Railroad, la maison près du chemin de fer, évoque directement celle du film de Malick. Ce n'était pas d'ailleurs une maison préexistante, mais un simple assemblage de contreplaqués réalisé en studio. La maison abrite la folie et non le repos lié à la proximité de la nature. Également, le mélange de contemplation onirique et de sentiments tragiques qu'on trouve chez Andrew Wyeth dans son monde de Christina, qui représente une fillette de dos au premier plan qui est couchée dans les champs et qui observe la maison à l'arrière-plan. Cette influence moderne peut s'illustrer dans 3 scènes caractéristiques. Mon premier exemple concerne la scène de la balade nocturne des amants près de la rivière. Bill cherche Abby en pleine nuit alors qu'elle dormait avec le fermier pour trinquer dans le ruisseau. Cette scène intègre un élément purement artificiel au terme de la séquence. D'abord plusieurs plans généraux, de la nature, de facture purement classique.
puis un gros plan de verre au fond de l'eau, comme un mélange de nature et d'artificialité. Le réalisateur ne cherche pas à se positionner à la place de la nature, mais la montre uniquement avec des effets de mise en scène. Le deuxième exemple montre le retour de Bill, parti prétendument pour affaires. Il s'approche de la maison, remarque un pot de fleurs, voit ensuite Abby, mais la conversation ne s'engage pas tout de suite. On a d'abord un retour sur le plan rapproché de la plante, comme rappel de la manière dont la conscience humaine perçoit les choses, c'est-à-dire d'une manière fragmentaire, avec une association évoquant le puzzle. C'est aussi un motif poétique et un rappel que ce qui a été vu une première fois continue d'exister alors que l'action évolue vers d'autres directions. Malick évite le plan d'ensemble traditionnel, qui intègre en une seule fois tous les éléments, mais figure à l'écran l'existence d'une réalité universelle en répétant les fragments de la perception de Bill. Troisième scène, celle où Bill, pourchassé par la police après son meurtre, est touché par un coup de feu et chute dans la rivière. Son entrée dans l'eau est filmée du point de vue du fond de la rivière. C'est le corps même de Bill qui traduit le mélange entre l'inanimé et la nature. Un aquarium tout simplement dans lequel Richard Gere a plongé sa tête pour filmer le plan. Le paysage chez Malick occupe une place controversée. Certains pensent qu'il manifeste une indifférence par rapport aux hommes. La nature vit pour elle-même sans se préoccuper de l'existence des hommes auxquels elle préexiste de toute manière. On voit dans le film par exemple un plan qui montre la croissance d'une plante vue en accéléré, comme un monde clos qui rejette l'homme. En réalité, la nature a tous les aspects de l'idylle goûté par les hommes comme lieu privilégié du repos. Un argument opposé pourrait être avancé avec la séquence mémorable de l'attaque des sauterelles. L'apocalypse est en réalité annoncé en voix off par la fillette dès le début du film. Tell me the whole earth is going up in flames. Flames will come out of here and then they'll just rise up. The mountains are gonna go up in big flames. Mais c'est une image de locomotive crachant sa fumée qui apparaît à ce moment, soit un symbole de la noirceur de l'âme humaine. L'enfer des hommes est toujours celui des usines de fonte et des machines infernales des champs de blé qui servent à la moisson. La nature reflète un conflit intérieur, celui des personnages aux prises avec une situation intenable. Jalousie de Bill, car il constate qu'Abby s'attache de plus en plus au fermier. Il manque d'ailleurs de lui tirer dans le dos durant une partie de chasse. Jalousie de plus en plus maladive du fermier à l'encontre de Bill, car il n'est pas dupe d'une catastrophe imminente. La mise en image traduit cette tension par une dramatisation de la nature. La maison est à la fois désignée comme l'endroit qui abrite les victimes, mais aussi comme l'endroit qui est à l'origine de la catastrophe naturelle à venir. Un plan des champs de blé agités par un vent de plus en plus fort, et puis bien sûr l'arrivée de la myriade de sauterelles, qui en retour va attiser encore davantage la folie des hommes, comme un jeu de dialogue. C'est l'incendie et le combat à mort qui s'ensuit entre Bill et le fermier. Cette attaque des sauterelles, pourtant, n'est qu'un moment passager de rupture avant un retour au calme, exactement comme les passions humaines fonctionnent. Les moissons du ciel resteront certainement comme un poème de la nature, une suite d'impressions subjectives et non plus une recherche d'une nature parfaite, éternelle. Les moissons du ciel est peut-être le dernier film où Malick montre une nature vue à travers la conscience de l'homme, des images métaphoriques, alors que de ces derniers films, on ne verra plus qu'une nature prise pour elle-même.